Mardi 3 avril, bienvenue à la Une. Bon début de journée, bon vendredi. Ici Marie-Michel Bordua au micro. Bon, long congé si c'est votre cas. Merci de vous réveiller avec nous. J'avais envie, moi, de le faire avec vous, d'être un peu en congé, visiblement, micro et tout ça. C'était plus difficile ce matin. C'est un vendredi, c'est ça qui arrive. Vendredi 3 avril, début de long congé pour certains. On aura beaucoup de choses à se dire si vous n'êtes pas encore en congé. On reste ensemble, on va suivre l'actualité, prendre le pouls de tout ça ce matin, notamment sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça continue de retenir l'attention puisque le Conseil de sécurité de l'ONU va se prononcer sur une proposition de résolution qui vise à rétablir, protéger le détroit d'Ormuz également. Et tout ça au moment où Donald Trump accentue la pression envers l'Iran. Il a menacé hier soir sur son réseau Truth de détruire les infrastructures civiles iraniennes. Il écrit que les ponts sont les prochains, que les centrales électriques ensuite. Alors, ça continue là, tout ça de retenir l'attention, d'être très tendu. Cette situation, on va faire le point un peu plus tard dans l'émission avec Karine Matteux. Mais pour le moment, autour de la table avec nous, Véronique Méran, Olivier Pellerin et se joint à eux Élise Jeté. Bonjour à vous trois. Bonjour. Élise, vous arrivez avec... on alimente là, le phénomène, encore une fois ce matin, le phénomène angine de poitrine. Oui, le duo picoté-masqué là, qui nous revient ce matin avec un nouvel album, volume 2. Donc, on avait seulement 6 chansons. Il existait seulement 6 chansons. Il n'y avait qu'un album de 6 chansons. Et là, il y a un nouvel album de 6 chansons, volume 2, qui est sorti à minuit, donc il y a quelques heures. Et il y a un grand lancement ce soir à Montréal au Club Soda. C'est évidemment sold out. Il n'y a pas de billets depuis très longtemps. Impossible de rentrer là ce soir. Et gageons que ça va ajouter à cette folie. Ce deuxième album, c'est bien. Ça fait un spectacle complet maintenant. Oui, et on va en écouter ensemble tantôt. Et j'imagine qu'on en apprend un peu plus sur le groupe. J'imagine qu'ils se livrent sur leur identité. Oui, sur, oui, totalement. Ils se démasquent sur scène. C'est ça le concept ce soir pour le spectacle, bon, j'imagine. Tant mieux. Ah, une chance qu'on a angine de poitrine pour rire un peu, Véronique, parce que sinon, c'est météo. J'aurais pu être masquée ce matin, quand même. J'aurais pu. Non, mais là, c'est parti. On est en plein dans la tourmente. Les précipitations sont commencées assez tranquilles sur le sud avec cette pluie, ce risque d'orage ce matin. Déjà des températures élevées. Je regardais actuellement Windsor, dans le sud de l'Ontario, 17 degrés à cette heure-ci. Alors, cette douceur-là s'en vient tranquillement sur le sud du Québec. On atteindra 19 degrés aujourd'hui avec des vents assez puissants, secteur sud-est, mais cette douceur-là ne se rendra pas plus au nord. Donc, à partir de Québec, en s'en allant vers le nord et plus à l'est, là, c'est la tempête. On est en verglas présentement, secteur de la Mauricie, Québec, et il y a de la neige abondante dans ça, vers le Saguenay, le lac Saint-Jean, tout l'est du Québec. C'est du 15 à 25 cm de neige aujourd'hui, avec du vent, de la poudrerie. Alors, c'est commencé, ça s'intensifie cet avant-midi vers le Bas-Saint-Laurent. Oui, ça va rejoindre la Côte-Nord, la Gaspésie également. Du côté des îles de la Madeleine, peut-être 10-15 cm à venir. Alors, sur le sud du Québec, essentiellement de la pluie. Il pourrait même y avoir quelques coups de tonnerre dans ça. C'est pas impossible. Ces averses-là vont s'estomper graduellement. On aura une accalmie demain, samedi. Nuageux, éclairci, tendance à l'ennuagement en fin de journée. Des températures plus saisonnières, 5, 7, 8 degrés à peu près sur les régions plus au sud. Et on ramène un autre système dimanche soir. Beaucoup de pluie quand même sur les régions au sud. On a émis des avertissements. Secteur des Laurentides, la Naudière, l'Outaouais, avec ces deux systèmes combinés. Aujourd'hui et dimanche, on ira au-delà de la 50aine de millimètres. Il reste encore beaucoup de neige au nord, secteur des Hautes-Laurentides, l'Outaouais par endroits. Ça peut créer peut-être certains problèmes là, avec les cours d'eau. Donc ça reste à vérifier. Cette pluie-là, dimanche, c'est surtout le matin. En après-midi, ça s'estompe. Et là, lundi, on sera de retour sous le couvert nuageux, évidemment, avec des flocons mouillés et du 2 à 4 degrés. Donc oui, 19 aujourd'hui, oui, 4 lundi. Et entre ça, un autre système de pluie dimanche. C'est un beau long congé quand même. Allons-y comme ça. Donc, tout l'est du Québec, ça reste perturbé aujourd'hui. Vous avez compris que le mercure gravite autour du point de congélation. On est dans la neige, on est dans le vent. Il y aura une pause samedi. Mélange pluie-neige pour tous les secteurs à l'est dimanche. L'Abitibi aussi
ici, là, neige en ce moment, ça se change en pluie. On aura un autre système dimanche. En territoire ontarien, ça s'estompe graduellement les averses. C'est venteux, très doux. Les températures, c'est du 20-22 sur le sud de l'Ontario aujourd'hui. Et dans l'ouest, c'est plus calme, variable dans l'ensemble. Flocons fondants ici et là. Les températures sont sous les normales, mais aussi entre 1 et 8 degrés dans les prairies, 11 à Vancouver où les averses devraient cesser ce matin. Bon, on verra s'il y a quelque chose à faire pour aider du côté du sport avec un chiffre. J'ai vu quelque chose, mais d'après moi, ça va aider un petit oui, chiffre chanceux. Olivier, le Canadien qui atteint cette 7e victoire consécutive. Oui, et si on écoutait peut-être celui qui a animé ce spectacle, il a permis aux Canadiens de Montréal et aux partisans de Montréal de célébrer un peu hier soir. Matheson, vers Caulfield. Caulfield s'amène à toute vitesse. Le voilà, tire! Encore une fois, Cole Caulfield. Si vous avez à miser pour le bonheur, misez sur Cole Caulfield parce que ces temps-ci, c'est lui qui permet donc aux Canadiens de Montréal de connaître du succès, mais surtout d'aller décrocher des victoires. C'était une 7e victoire consécutive hier, un match au Madison Square Garden contre les Rangers de New York. Les Rangers qui sont exclus des séries éliminatoires, mais qui peuvent connaître quand même certains bons moments. Hier, c'est Cole Caulfield qui, à nouveau, a marqué 2 fois, donc son 48e et son 49e but de la saison pour offrir cette victoire. C'est lui qui a marqué, d'ailleurs, le but victorieux en 3e période. Une victoire de 3-2 qui fait du bien aux Canadiens de Montréal, une 7e consécutive. C'est Jacob Fowler ici qui était devant le filet. Donc, ce balai des gardiens de but chez le Canadien fonctionne. Et le Canadien qui, comme ça, poursuit sa route pour les séries éliminatoires. C'est à toute fin pratique confirmé que le Canadien de Montréal sera en série. Mais maintenant, il est à améliorer peut-être son sort. Toujours 3e dans l'Atlantique, mais à 2 points seulement des 2 équipes qui se partagent d'une certaine manière la tête. Le Canadien a 98 points. Le Lightning et les Sabres en ont 100. Et ce sera peut-être une course jusqu'à la toute fin pour savoir qui terminera premier de l'Atlantique, plutôt que de regarder derrière à savoir qui terminera peut-être parmi les 2 équipes qualifiées. Donc ça, c'est rassurant pour le Canadien, qui est rassurant aussi pour Martin Saint-Louis, qui est encore à travailler son équipe pour la préparer pour les séries éliminatoires. On sait que c'est un jeu très robuste. Donc, le Canadien qui peut souffler un peu, cesser de se demander s'il sera en série et maintenant se concentrer sur les tâches à venir avant de se lancer. Donc, très bon match pour le Canadien, même si ça n'a pas été parfait contre les Rangers hier. Et il y avait plusieurs équipes qui étaient en action, des rivaux directs du Canadien. On sait que ce sera comme ça jusqu'à la toute fin de cette saison. Les Sénateurs, surprenante victoire, il faut le dire hier, contre les Sabres de Buffalo, les Sabres qui semblent inarrêtables en cette fin de saison. Victoire de 4-1 des Sénateurs. Il y a aussi les Bruins de Boston qui ont perdu contre les Panthers de la Floride. Les Red Wings, eux, ont gagné contre les Flyers de Philadelphie 4-2 et les Blue Jackets ont perdu contre les Hurricanes. Donc, c'est ce qui permet ce classement et ce positionnement du Canadien de Montréal. Et présentement, les 2 équipes repêchées, les Bruins de Boston à 94 points et les Sénateurs d'Ottawa à 88. Les Sénateurs qui viennent tout juste de s'inviter justement dans ce bal du printemps. Donc, bonne sortie pour le Canadien. Et puis, on surveillera cette course très serrée jusqu'à la fin de la saison. Sinon, je terminerai simplement en vous parlant, on le fait un petit peu cette semaine, mais vous parlez du mondial de curling masculin. L'équipe de Matt Dunstone qui a terminé au 3e rang du classement, c'est donc qualifié pour la phase éliminatoire, disputera les quarts de finale, si on veut, de ce tournoi contre l'Italie. Une fiche de 10 victoires, 2 défaites. Ça avait mal commencé avec 2 victoires, 2 défaites en début de tournoi. Et puis là, c'est séquence de victoires jusqu'à la fin de ce tour préliminaire. Donc, le Canada qui aura potentiellement une chance de jouer pour une médaille. Je vous rappellerai que chez les femmes, le Canada avait décroché la médaille d'argent. Peut-être que chez les hommes, ils voudront peut-être faire un pas de plus pour aller chercher la médaille d'or. Donc, on surveillera ça au cours du week-end. Et puis, ça semble bien aller. Là, donc, on a de bons espoirs de ce côté-là. Merci, Olivier. Un plaisir. Au revoir. Bonne journée. Regardons maintenant ce qui retient l'attention du côté des unes des différents quotidiens. À la une de plusieurs d'entre eux, c'est François Legault, puisqu'il a prononcé hier un dernier discours à l'Assemblée nationale en tant que premier ministre. Ça continue de retenir l'attention ce matin dans le Journal de Montréal, Le Devoir, le Globe and Mail, entre autres, la presse également, qui évoque un discours rempli d'émotions. François Legault qui a aussi fait l'apologie de l'éducation qui lui
a permis à lui de fonder Air Transat, de devenir ensuite premier ministre. Il a eu droit aussi à une pluie d'hommages, François Legault, qui est venu, entre autres, du ministre Simon Jolin Barrette, qu'on a vu franchement ému, dossier complet en une de la presse ce matin. Analyse également de Véronique Prince à lire sur notre site web. Le Journal de Montréal revient également sur la mission Artemis 2. Les astronautes ont allumé hier soir leur propulseur pour quitter l'orbite de la Terre. Ils se dirigent donc désormais vers la Lune, ont entamé un voyage qui va les amener à survoler dans plusieurs jours l'astre pour, je le rappelle, une première fois en plus d'un demi-siècle. Les astronautes, dont le Canadien Jeremy Hansen, ont effectué plusieurs tests cruciaux avant d'obtenir le feu vert hier pour cette propulsion. La mise à feu qui a duré environ 6 minutes et qui a constitué un point de non-retour dans cette mission. La NASA qui a diffusé des images de la Terre captées par la capsule des astronautes, la capsule Orion. C'est à voir, à lire dans le Journal de Montréal ce matin. Sinon, le Globe and Mail revient sur le projet de Stellantis d'assembler des voitures électriques à partir de kits fabriqués par son partenaire Leapmotor, qui est en partie détenu en Chine, dans son usine de Brampton, en banlieue de Toronto. Le Globe and Mail nous apprend que la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, a rejeté cette idée. Elle a affirmé hier à Vancouver que la production de l'usine doit être soutenue par l'Ontario et par le syndicat de Stellantis. Or, c'est un plan qui a été vivement critiqué justement par le premier ministre Doug Ford, par le syndicat Unifor un peu plus tôt cette semaine. Stellantis qui n'a pas commenté là, hier la réaction de la ministre Joly. Son usine de Brampton, elle a fermé il y a plus de 2 ans pour une mise à niveau, devait ensuite servir à la fabrication du Jeep Compass, mais la production a été transférée en fait aux États-Unis en raison des droits de douane américains, 25% sur les voitures fabriquées au Canada. Alors on avait rapatrié cette production des Jeep Compass aux États-Unis, mais selon une entente de financement avec Ottawa qui date de 2022, Stellantis doit exploiter l'usine de Brampton jusqu'en 2035, à moins que des conditions défavorables du marché aient un impact important sur l'usine. C'est ce que stipule là, cet accord. Article complet sur le sujet à lire dans le Globe and Mail ce matin. Je le disais un petit peu plus tôt, cette situation au Moyen-Orient, toujours sous tension. Il y a une quarantaine de pays qui plaident là, pour la réouverture immédiate et inconditionnelle du détroit d'Ormuz. Et ça s'est rendu aux Nations unies. On va faire le point de tout ça avec Karine Matteux ce matin. Bonjour, Karine. Bonjour, Marie-Michel. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU qui va devoir se prononcer là, sur une résolution qui vise à rétablir, à protéger aussi le transit des navires dans le détroit. Oui, c'est une proposition de résolution du Bahreïn, pays qui par ailleurs est la cible d'attaques de missiles et de drones de la part de l'Iran depuis le début de la guerre. Et le Bahreïn porte depuis une dizaine de jours un projet de résolution pour autoriser l'usage de la force pour libérer le détroit avec le soutien de Washington et des pays du Golfe. Et d'ailleurs, écoutons un extrait, c'était à l'ONU. I shall now make a statement in my capacity as the Minister of Foreign Affairs. تقدمت مملكة البحرين. Alors, c'est le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn qui interpelle les membres d'intervenir, et je cite, contre la tentative illégale et injustifiée de l'Iran de contrôler la navigation internationale dans le détroit d'Ormuz, et il leur demande d'agir fermement. En fait, la première mouture mentionnait explicitement l'usage de la force militaire, mais la formulation a été rejetée par la Chine et par la Russie. Et le vote sur le sujet, initialement prévu aujourd'hui, est reporté à demain parce que c'est vendredi saint et que c'est férié aux Nations unies. Mais on est loin d'un consensus au sein du Conseil de sécurité. Là, pour être adoptée, la résolution doit recueillir au moins 9 voix sans le veto d'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. Et on sait que le blocage du détroit d'Ormuz, ça crée de la turbulence sur l'approvisionnement en pétrole et ça a une influence sur les marchés financiers. Ça a un impact aussi sur le prix à la pompe. On le mentionnait hier au Québec. C'était rendu là le prix de l'essence plus de 2 $ le litre.
Et Karine, il y a l'Iran qui a réagi à ce possible vote là, en faveur d'une intervention dans le détroit. L'Iran qui met en garde contre toute action provocatrice du Conseil de sécurité de l'ONU sur un usage de la force pour débloquer le détroit. Et pendant ce temps-là, le président américain a menacé de nouveau sur son réseau social de frapper et de détruire des ponts et des centrales électriques en Iran. Et ce, quelques heures après la destruction d'un pont près de Téhéran, où 8 civils ont été tués selon des médias iraniens. Une attaque là, qui a été saluée par le président Trump. Donald Trump qui avait brandi déjà cette menace lors de son allocution devant la nation mercredi. Et en réponse, l'Iran menaçait à son tour de faire la même chose avec les pays voisins alliés des Américains. Et c'est le cas ce matin au Koweït. Il y a une attaque qui a touché une centrale électrique et une usine de dessalement de l'eau. La crainte dans tout ça, c'est l'impact sur les civils, tant en Iran que dans les autres pays du Golfe. Et Karine, les frappes américaines en Iran, elles pourraient constituer des crimes de guerre? Oui, ce sont des dizaines d'experts en droit international aux États-Unis qui signent une tribune ce matin dans laquelle ils estiment que les frappes américaines en Iran pourraient constituer des crimes de guerre. En fait, ce qu'ils disent, c'est que le comportement des forces armées et les déclarations des hauts responsables américains, et je cite, soulèvent de graves préoccupations quant à des violations du droit international, des droits de l'homme et du droit international humanitaire, y compris d'éventuels crimes de guerre. Ces experts se disent très préoccupés par les frappes qui ont visé des écoles, des établissements de santé et des habitations. À suivre tout ça. Merci, Karine. Je vous en prie. On en parlait de ce phénomène. Je sais pas comment, c'est vraiment, on peut appeler ça comme ça, oui. Élise, phénomène musical, visuel aussi, angine de poitrine qui va continuer de faire parler parce que le duo lance aujourd'hui un deuxième album. Oui, volume 2. Donc, le premier s'appelait volume 1. Là, on est dans une continuité. C'est thématique. OK, on suit. Oui, c'est disponible depuis minuit. Et ce matin, mes stories Instagram étaient en feu parce qu'il y a eu un petit show surprise hier au Quai des Brumes à Montréal. Très peu de personnes ont pu voir cette espèce de lancement secret d'angine de poitrine. Une mini-salle, quelques chanceux là, qui ont pu voir le duo s'élancer avec les nouvelles chansons. Il y a un engouement mondial, comme vous le disiez, autour du duo depuis la diffusion d'une prestation sur KEXP au début de l'année. Donc, cette session live qui a été vue plus de 6 millions de fois sur YouTube, c'est énorme. Depuis ce moment-là, les billets de spectacle s'envolent en quelques minutes. Donc, les tournées affichent complet partout dans le monde. Donc, dès qu'on affiche de nouveaux billets, ça s'envole, c'est terminé. Il faut être très, très rapide pour se procurer les billets pour angine de poitrine. Sur volume 2, on a 6 nouvelles pièces de matrock qui sont portées par, encore une fois, une guitare microtonale à 2 manches, une batterie au rythme répétitif. On ne change pas la recette. Ce sont de nouveaux morceaux, mais la musique demeure sensiblement dans le même esprit. Angine de poitrine, on le rappelle, c'est un projet anonyme, originaire du Saguenay. On a nos 2 amis là, costumés avec des masques à picot noir et blanc. Mais la planète au complet est extasiée devant le talent de ce groupe-là. Cette semaine, dans un podcast américain, il y a même le chanteur des Foo Fighters, Dave Grohl, qui a dit que c'était sa découverte du moment, que c'était absolument incroyable. Il a utilisé quelques mots un peu plus... corsés. Un peu plus corsés. Oui, bon mot pour le dire, mais bon, voilà. Angine de poitrine, donc, a commencé 2026 avec une tournée en France et ça va se poursuivre sur la scène internationale jusqu'à la fin de l'année. Une vingtaine de dates sont prévues au Québec dans les prochains mois, mais toutes les salles affichent complet. Là. On ne peut pas essayer d'avoir des billets. Le lancement officiel de volume 2, c'est ce soir au Club Soda à Montréal et le 18 avril, donc 2 Club Soda. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de billets. Il ne faut pas espérer pouvoir entrer là ce soir si on n'a pas déjà notre billet. Mais les gens vont pouvoir se reprendre lors du Festival de jazz de Montréal le 27 juin parce qu'ils vont être sur la scène extérieure. Donc, on va pouvoir les voir, peut-être de très loin, oui. Mais on va pouvoir les voir. J'ai envie quand même qu'on écoute un extrait de ce nouvel album, l'extrait Sarniez. On
j'aurais continué à groover comme ça. Il y a un petit quelque chose. Mais ça réveille, je pense. Ben, oui, tout à fait. Tout à fait. Sinon, Élise, l'annonce du retour de Céline Dion à Paris provoque vraiment un engouement mondial. Oui, il y a des inscriptions qui viennent de partout, de l'Europe jusqu'à l'Asie, de l'Amérique, bien sûr. Il y a des gens d'ici qui veulent aller voir Céline à Paris. Des médias parlent d'environ 2 millions de personnes inscrites pour tenter d'accéder à la prévente. Et face à cette demande massive-là, la plateforme AXS, qui accueille la prévente, a dû renforcer ses mesures pour éviter les fraudes, les robots aussi, parce que des fois, il y a des intelligences artificielles qui veulent acheter plusieurs places dans une liste comme ça. On demande notamment des informations bancaires aux gens pour vérifier l'identité des utilisateurs, même si cette inscription-là ne veut pas dire qu'on va acheter un billet. Donc, on donne nos informations bancaires, mais on n'a pas de billet garanti. Les billets vont être attribués par un tirage au sort pour une prévente le 7 avril, avec une mise en vente générale le 10 avril. Et ces concerts-là marquent évidemment le grand retour de la chanteuse après 6 ans d'absence, avec 10 dates prévues à Paris, mais je ne sais pas comment les gens vont faire pour y aller, finalement. Oui, si certains doutaient qu'un retour, là, qu'il y aurait de l'engouement, je pense qu'on a la démonstration. On a la preuve, tout est correct. Oui, voilà. Le Petit Prince a 80 ans, Élise, et à cette occasion, il se réinvente. Oui, avec une nouvelle édition très colorée, interactive, signée par le studio Mina Lima. Donc, c'est Mirafora Mina et Eduardo Lima. Ce sont les deux créateurs. C'est la première relecture officielle du Petit Prince depuis 80 ans. Donc, c'est quand même rare qu'on réinvente les classiques. Et là, on essaie d'aller rechercher un nouveau public qui est habitué à des affaires très un peu plus relevées, mettons, avec tout ce qu'on a sur Internet, qu'on a pu voir à la télé. Tu sais, réinventer un livre, un grand classique comme celui de Saint-Exupéry, c'est difficile. Le pari, c'est de rompre avec l'esthétique plus douce et minimaliste du Petit Prince et d'Antoine de Saint-Exupéry avec quelque chose d'un peu plus éclaté. Donc, il va y avoir des images et c'est un projet quand même ambitieux pour ce phénomène mondial. Un autre, comme Angine de poitrine, mais différent quand même. Ça a été publié des centaines de millions d'exemplaires et traduit dans des centaines de langues aussi. Il n'y a pas qu'Angine de poitrine qui se déguise. De nombreux amateurs de Lady Gaga également. On l'a vu hier dans la métropole québécoise parce que Lady Gaga est au pays, est à Montréal. Elle est à Montréal. Beaucoup de commentaires positifs de la part des critiques et des spectateurs après son concert d'hier au Centre Bell. Un spectacle qui a duré presque 2h30. Ça faisait plus de 8 ans qu'on ne l'avait pas vu à Montréal. Donc, on a pu renouer, le public a pu renouer avec Lady Gaga. Des retrouvailles qui vraiment ont suscité un engouement très... Il y a beaucoup de frénésie dans la ville à Montréal en ce moment. Les gens avaient envie de se déguiser. Il y avait beaucoup de gens déguisés. Une trentaine de chansons qu'elle a enchaînées dans son spectacle, des gros classiques et son nouveau matériel issu de son album Mayhem, sorti il y a un peu plus d'1 an, avec une énergie qui donne l'impression qu'elle n'est jamais vraiment partie et c'est... que partie remise parce qu'elle sera de retour ce soir et lundi soir au Centre Bell. 3 Centre Bell pour Lady Gaga. On écoute un peu. Alors, on va se laisser sur cette musique de Lady Gaga. Merci, Élise. Grand plaisir. Voilà, ça complète. Votre équipe du matin prend le relais à l'instant.